18 octobre, c'est désormais la date qu'il faut retenir après le 4 octobre. L'audience, le procès donc de Sébastien Germain Adiavon avec trois autres accusés au sujet donc de cette affaire de drogue de 18 kg de cocaïne s'est tenue ce matin à Porto Novo. Une audience qui n'aura duré en tout et pour tout que 20 minutes. On peut dire le reste a été joué à Cotonou avec notamment cette conférence de presse des avocats de Sébastien Germain Adiavon. Entre autres, il dénonce donc cette proximité entre le ministère public et la Cour. Ce matin, nous allons très rapidement écouter Maître Moustapha Issiaka et Maître Ayodele Aouno. Le ministère public est parti au procès. Donc il devait être au même type pied d'égalité que les autres partis. Et qui plus est, il est appelant. C'est parce qu'il a fait appel qu'on est là. Pour nous, la justice nous a donné raison. S'il n'avait pas fait appel, on n'en serait même pas là. Alors, comment se fait-il qu'une partie, quelqu'un qui est partie poursuivante, il ne doit pas avoir de contact avec la Cour? Si la Cour est indépendante, c'est lui qui vient soutenir l'accusation, c'est lui qui vient requérir la peine. La Cour n'est pas obligée de suivre ce que le ministère public demande. Parce que la Cour est indépendante. Donc ce n'est pas normal que, moi, si vous avez fait ce constat, moi je dis que ce n'est pas normal. Par rapport à ce que vous avez relevé, moi j'ai honte de vous entendre le dire devant la presse nationale et internationale. C'est une pathologie de notre système judiciaire. Ça n'a pas de sens. Juridiquement, c'est absolument inadmissible. La Cour est indépendante et c'est la Cour qui juge. Le ministère public est comme une partie au procès. Je voudrais rapidement vous rappeler l'histoire, ce qui a conduit à ce que le ministère public est appelé à se retrouver sur le même palier que la Cour. L'histoire est partie de la France. Il y avait eu un juge, sinon au départ, au commencement, puisque la France, c'est notre mère d'inspiration et tout ce que nous faisons aujourd'hui en matière procédurale a été hérité de la France. Au départ, le ministère public se mettait au même endroit que les avocats. Mais il fut un temps où un juge qui n'entendait pas très bien a bénéficié de la faveur du ministère public qui, pour lui souffler ou pour lui parler, pour qu'il puisse entendre, se déplaçait et allait à ses côtés. Et c'est à partir de cet incident que le ministère public s'est retrouvé par une erreur de disposition à côté de la Cour. Sinon, en principe, le ministère public doit être où, à l'origine, occupe les mêmes positions que les avocats. Pour vous dire qu'en principe, le ministère public, et c'est d'ailleurs pourquoi le ministère public, dans notre système juridique, comme dans celui de la France, n'intervient pas dans le délibéré. Il n'assiste pas au délibéré. Il ne doit pas savoir ce qui se décide. Ce que vous avez constaté, si vous étiez un huissier, ça aurait pu avoir des conséquences juridiques extrêmes. Parce que le ministère public n'a pas le droit, et il faut que ça s'arrête. Vous l'auriez relevé peut-être aussi, qu'il y a des petits mots qui se passent entre le ministère public et le procureur, et le président de la Cour. Comme si le président de la Cour allait chercher une approbation. Vous savez, nous sommes tous des Béninois. Et la seule chose qui nous protège, c'est la loi. Mais cette Cour nous donne l'impression que nous sommes dans un couloir. Et que tous ceux qui y passent vont directement, pas au jugement, mais à la condamnation. Je vous dis, et ce serait mon mot de fin, si le ministère public continue à se comporter comme ça, il viole non seulement les principes cardinaux qui régissent notre droit de procédure pénale, mais aussi les conventions internationales, mais en plus, il viole la sécurité de nous tous. Ça veut dire que c'est plutôt le ministère public qui est le président de la Cour, ce qui, du point de vue juridique, absolument constitue une aberration. Dans ce débat ce soir, Ulrich Chatino, bonsoir. Bonsoir Vigile Avancé et bonsoir à tous. Bonsoir Nelly Dodino. Bonsoir Vigile Avancé, bonsoir chers auditeurs. Au téléphone Saturnin Diosso, Nelly Dodino, vous étiez donc un reporter ce matin à Criette. Vous nous avez fait suivre, n'est-ce pas, ce qui s'est passé durant tout le procès. Est-ce qu'il avait vraiment, j'allais dire, cette proximité dénoncée par les avocats de Sébastien Germain Adiavon? Est-ce que vous avez eu ce sentiment? Évidemment, je ne peux qu'avoir ce sentiment-là quand vous aviez suivi les débats. Je vais remonter un peu le temps pour revenir
pour revenir au procès même, le déroulé du procès, juste à l'entame, à l'ouverture du procès, les avocats, les 10 avocats constitués pour la défense. Oui, béninois et 2 Français. 2 Français, oui, bon, 7 béninois et un Ivoirien, bon, un avocat de la sous-région. Et ils étaient porteurs d'une lettre. Une lettre d'excuse et de demande des inculpés à se faire juger, à être jugés en leur absence, conformément à l'article 428 du Code de procédure pénale. Si vous permettez, je vous dis rapidement. Vous êtes venu sur le plateau avec mon Code de procédure pénale. CPP, comme on dit. L'article 428 dispose, quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président, et qui sera jointe au dossier de la procédure demandée à être jugé en son absence. Il peut se faire représenter par un défenseur et il est alors jugé contradictoirement. Le jugement rendu par le tribunal est réputé contradictoire si le prévenu n'a pas été représenté. L'alinéa 4. Le prévenu qui demande conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article à être jugé en son absence peut joindre à sa demande un mémoire contenant ses moyens de défense. C'est vrai en droit. En matière pénale, c'est la présentation. C'est-à-dire quand vous êtes au pénal, vous êtes obligé d'être présent. Au civil, vous pouvez être représenté. C'est le principe. Mais l'article 428 vient comme pour prendre des exceptions. L'exception à ce principe qui impose la comparution. Vous dites, vous pouvez demander à être représenté et à être jugé en votre absence. Je crois que c'est ce que les prévenus ont fait par le biais de leurs avocats, mais tout de suite, le ministère public qui est parti au procès en réalité, qui a fait appel. Qui a fait appel. Je vais revenir plus tard sur l'appel. Récuse pour dire non, c'est pas possible, il faut qu'il comparaisse sur le principe de l'article 423. L'article 423 tout simplement dit ceci: le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance du contenu de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Qu'est-ce qu'on veut dire tout simplement? On veut s'assurer que celui qu'on a en face de soi est vraiment la personne inculpée. Ce qu'on a l'habitude de voir devant les tribunaux, c'est quelle est votre identité, votre nom, c'est vous, telle personne. C'est juste une vérification. Mais se fondant sur cet article, pour dire ce n'est pas possible, il faudrait la comparution, la comparution, alors même que l'article 428 a été clair. La personne peut demander à être jugée en son absence. Ça a créé quelques situations. Il y a eu suspension de 10 minutes. On est revenu. Les échanges ont eu lieu. Un petit débat entre les avocats et la cour. Malheureusement, on n'a pas donné droit à leur demande. Le dossier a été renvoyé au 18 octobre 2018, c'est-à-dire à quinzaine, pour comparution personnelle des inculpés. Et je viens tout juste vous dire quelque chose. Par rapport à ce que disent donc les avocats dans leur conférence de presse, vous qui avez observé les choses de près, est-ce que dans les gestes, est-ce que dans les comportements, il avait comme cette proximité effectivement entre le ministère public et la Cour? Oui, cette suspension qui est intervenue alors que le ministère public est parti au procès. Cette suspension pour se retirer, discuter et revenir sur la même. Mais ça, c'est une pratique. Je ne refuse pas parce que le ministère, pour voir ses moyens publics, va faire ses réquisitions. Les partis aussi le feront. Mais ne peut pas demander à la Cour de refuser cette demande-là, selon le principe du droit. N'est-ce pas la Cour qui arbitre? Oui, c'est la Cour qui arbitre. Mais il y avait eu cette complicité. Bon, c'est vrai, moi, je ne l'ai pas trop perçu, mais moi, je préfère m'attarder sur le droit. Tout le monde peut ne pas avoir la même lecture des choses. Moi, je voudrais juste qu'on s'attarde sur cette exception que la loi accorde à un individu, un inculpé dans un dossier, de se faire juger
en son absence. La loi, l'article 428 l'a dit. Et l'article dans son alinéa 2 dit que les décisions, les décisions qui seront rendues, le verdict ou bien l'arrêt, parce que là c'est une cour, sinon quand on est au premier instance, le jugement qui sera rendu lui sera contradictoire. Le contradictoire, ça veut dire quoi? Nous sommes au pénal, il y a 3 décisions. C'est-à-dire le jugement vous êtes rendu par défaut parce que vous n'êtes pas informé d'un procès. On a rendu une décision vous concernant et on vient du jour au lendemain, vous dites vous êtes condamné, même si ce n'est pas au pénal, ça porte atteinte à vos intérêts. Vous faites opposition à cette décision pour dire mais monsieur le juge, je n'étais pas présent à ce procès. La loi vous offre cette possibilité. Mais non, on dit pas contradictoire parce que vous êtes au procès. Vous avez été témoin. Vous avez donné vos moyens de défense. Donc la décision qui va se rendre sera contradictoire à vous. On va vous l'appliquer. Donc vous n'avez plus cette possibilité de revenir devant le juge. Ce serait pour faire appel. Réputé contradictoire, vous n'êtes pas au procès. Mais vous avez eu vent de ce qu'il y a un procès qui est en cours vous concernant. Vous vous êtes fait représenter ou vous ne vous êtes pas fait représenter. La décision vous sera appliquée. Ce qui veut dire, les inculpés savent que ne pas venir au procès, toute décision qui sera rendue leur sera appliquée. Tout simplement. Et sur ce principe-là, le code a été clair. C'est moi, je choisis, je prends le risque de ne pas venir et de me faire juger en mon absence. Et la pratique au Bénin, je vais vous rappeler que le droit est universel. En début d'année, nous avons suivi l'histoire de la Catalogne en Italie. Carles Puigdemont a été accusé. Le procès a eu lieu à Madrid. Quand bien même il n'était pas là. Nous revenons au Bénin. L'affaire tentative d'empoisonnement et de coup d'État. Monsieur Patrice Talon n'était pas au pays. Quand bien même c'est au pénal. Il s'est fait représenter par ses avocats. Il y a un jugement qui a été rendu. Un verdict a été donné en son absence. Ce qui veut dire, c'est dans la pratique du droit. Vous avez, si vous ne vous sentez peut-être pas en sécurité, de vous présenter devant une juridiction, quand vous n'êtes pas sûr de ceux peut-être qui vont vous juger, vous pouvez vous faire représenter en prenant le risque de dire je présente mes moyens. Si je n'ai pas d'avocat, je désigne qui va me représenter et la décision qui sera rendue me serait applicable. Donc c'est pour ça que l'un des avocats français disait que lui n'a jamais vu ça, ce que demande donc la Cour, il n'a jamais vu ça nulle part au monde. C'est pour ça que je vous dis, le droit, ce n'est pas les mathématiques, mais je pourrais vous dire que c'est une science exacte. C'est une science internationale, c'est une norme universelle. C'est vrai, chaque pays dans son arsenal juridique essaye de l'adapter peut-être, mais nous avons hérité du droit français. Quoi qu'on dise, nous avons hérité du droit français. Quand vous prenez le code de procédure pénale français, c'est pratiquement les mêmes choses, même si eux, ils ont évolué encore, ils ont encore dépassé l'étape à laquelle nous sommes. C'est pour ça, maître Ben Simon disait, jamais je l'ai vu avec mes 30 ans de carrière, voire 40 ans de carrière, je n'ai jamais entendu ça. J'ai pu représenter Sébastien Adjavon au niveau de la Cour internationale des droits de l'homme et des peuples, la Cour d'Arusha, et à l'interne, on me dit qu'on ne peut pas le représenter, il faut forcément qu'il soit là. Voilà ce que je peux le ramasser. Nelly Dodienne, vous n'étiez pas la seule ce matin à ce procès. Il y avait aussi Saturnin Diossou. Saturnin Diossou, vous êtes en ligne. Non seulement vous étiez à Porte-Novo, à la Criette, mais vous étiez également à cette conférence de presse des avocats. Bonsoir. Bonsoir, M. Bonsoir à toutes et à tous. J'attendais la question. Oh, la question, elle s'est posée d'elle-même, cette proximité dénoncée par ces avocats de Sébastien Germain Adjavon. Vous qui avez observé, vous qui avez été témoin de ce procès, témoin, pas témoin dans l'affaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, votre avis? Nous avons observé ce que tout le monde a observé, parce que
tout à l'heure la conférence de presse donnée par les avocats de Sébastien Germain Azavon et des 3 autres prévenus dans ce dossier 18 kg de cocaïne. Des gens qui ont participé au procès, qui ont voulu connaître le lien qui existe entre le ministère public et la Cour elle-même. Et c'est suite à cela que les avocats ont donné la réponse que vous avez entendue, parce que ce matin, oui, Nelly vous l'a rappelé déjà, une audience entamée, suspendue, on a repris. Et pendant la suspension, vous constatez que le ministère public se retirait avec la Cour, avec le président de l'audience, celui qui présidait l'audience et les assesseurs. Et quand on nous dit que le ministère public est parti au procès, c'est comme les plaignants. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me signifiait que c'est comme si le plaignant, pendant une pause, se permettait d'aller croiser les verres avec l'arbitre qui devrait décider à la fin et que c'est une anomalie. Nous ne sommes pas les seuls à le constater, les avocats l'ont remarqué et on dit c'est l'historique. Donc, le ministère public je ne suis pas juriste, je vous l'ai dit la dernière fois, je reviens encore là-dessus, mais question de forme, il y avait des choses que nous observions. Déjà ce matin, quand on a vu cette cour s'installer, Edouard Gagny président, assisté de Batamoussé de Rodolphe Azo comme assesseur, quand vous les entendez au Bénin, ces derniers temps, si vous ne pouvez pas vous empêcher, je vous dis, encore celui-là, ici, ben oui, Rodolphe Azo fait partie des membres de la CRIET. On a essayé de jeter quand même un coup d'œil sur l'installation des membres de la CRIET, sur le poste qu'occupe chacun au niveau de cette cour. Et sauf de ma part, quand on installait la CRIET au niveau de la deuxième audience, pendant la deuxième audience, quand il fallait installer les membres de la CRIET, c'était le président de la CRIET qui a eu à le faire sur l'acquisition du procureur spécial Gilbert Bonon, qui aujourd'hui se retrouvait en position. Donc c'est déjà ça, le ministère public d'aujourd'hui, c'est le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et puis, celui qui se retrouve parmi les assesseurs est assesseur, mais suppléant, en position de suppléant, parce qu'à l'installation, c'était Guillaume Lali et Cyprien Kibozo qui étaient installés comme assesseurs et qui ont pour suppléant Edouard Ignace Gagny, qui est président aujourd'hui de cette séance, et Rodolphe Azo, qui se retrouve en position d'assesseur. C'est des interrogations que le CUDAM se pose, et pour avoir des réponses, s'adresse à l'homme de droit pour qu'il éclaire. C'est pourquoi je disais au départ que je ne suis pas homme de droit. Ils ont fait le débat sur, oui, déjà, la compétence... sans doute la question à celle qui a un code de procédure pénale sur le plateau. Bonsoir. Alors, non, je ne lui pose pas la question parce que Nelly à l'écouter, je lui avais déjà proposé une fois de rejoindre le collège d'avocats déjà qui sont au procès. J'ai l'impression de... Si c'est pas elle, c'est son père. que j'écoutais l'avocat parti au procès. Moi, je ne suis pas parti au procès. J'étais reporter, je suis en position d'observateur. C'est pourquoi je verse cette question, comme on en a versé tout à l'heure aux avocats de Sébastien Germain d'avant, qui ont répondu à cela. Mais pour revenir sur à cette sortie des avocats de Sébastien Germain, j'étais un peu frustré dans mon orgueil de Béninois quand j'écoutais les maîtres Ben Simon, parce qu'il y en avait deux, le père et le fils. Je vois parfois en l'ironie, en me disant qu'ils sont au Bénin, ils ont été des 10 surprises déjà désagréables pendant ce court séjour dans notre beau pays, le Bénin. Il y avait comme de l'ironie que je sentais dans le monde, j'étais un peu frustré à mon avis. Je n'ai dans mon orgueil de Béninois. Si les choses ont été faites à la CRIET ce matin, comme cela se doit, je crois que ce n'est plus que des Béninois qui nous observent. Dans la salle à la CRIET ce matin, on n'a pas vu que des journalistes du Bénin. On en a vu qui sont venus de l'extérieur et qui s'entretenaient avec les avocats français, qui leur donnaient des informations, des explications sur ce qui se passait. Et la suspension de l'audience, les propos ont été clairs, on en a joué sur les antennes. Je profite déjà pour dire à nos auditeurs qu'ils peuvent prendre rendez-vous demain sur nos antennes à partir de 10h33. Je crois que comme on est en accord avec le service de programme et la direction, on a déjà décidé de proposer à nos auditeurs l'intégralité des déclarations tenues par les avocats ce soir à la conférence de presse. Ça leur permettra peut-être de comprendre davantage ce qui s'est passé ce matin à la CRIET, relaté par les avocats de Sébastien Germain à Gabon. Parce qu'on peut dire que chacun décide de va miner à sa porte en attendant que
la partie civile de près de la parole pour s'expliquer, pour éclairer les éléments. Alors, vous, donc, Ulrich Akineo, vous étiez bien loin de ce procès, bien loin de Porto-Novo aujourd'hui. Mais quand vous suivez donc la ligne de défense de ces avocats et surtout cette position au cours de cette conférence de presse, vous accusez, eh bien, cette cour qui va vous juger. On a l'impression que les choses sont parties pour ne pas être aussi simple. Vous l'avez dit, vous voyez. Je dois d'abord pousser ce ouf de, je ne sais pas, je dirais pas soulagement, mais pour dire vraiment, nous sommes effectivement dans un pays où les choses, je ne sais depuis quand, mais les choses ont commencé peut-être par changer de couleur. Je ne sais plus finalement quelle est la couleur initiale. Je ne sais plus finalement. Vous étiez né, il avait une autre couleur que vous connaissez. Mais je veux dire ceci. C'est vrai, je n'ai pas mon CPP ici. Je n'étais pas non plus à Porto-Novo. Mais je ne suis pas non plus juriste. Je parlerai donc avec ma tête et mon cœur. Pour dire quoi? Pour dire ce que tout le monde peut-être dit, mais pour peut-être le dire également autrement, à partir donc de ces recoupements. Vous l'avez dit, quand on prend déjà la cour, enfin, la criette elle-même, son siège, le lieu où déjà on a installé cette cour, pose déjà des questions. On se demande Quelles questions? Oui, déjà la proximité géographique des deux. C'est dans l'enceinte du ministère de la Justice. De la Justice. Est-ce que le ministère est toujours là? Quand vous y allez, moi je vois une plaque qui renseigne que c'est le ministère de la Justice et de la Législation. Et quel problème ça vous pose? Moi, je suis personnellement gêné parce que cette cour qui doit donc décider du sort de chaque Béninois se retrouve là où il y a, c'est-à-dire le procureur général est sous le ministre garde des Sceaux. Et puis vous voyez, il y a eu tout un mélange à ce niveau. On n'arrive plus à dissocier les rôles. Cette proximité dénoncée par les avocats, il a longtemps. Il y avait déjà cette anomalie même dans la cour. Tout à fait, physique. Dans la forme physique. Nous venons aujourd'hui au débat, ou du moins à ce qui s'est passé à l'audience. Quand on me dit, par exemple, que on suspend l'audience et que, bon, la partie civile, un peu comme quoi les juges ou les membres du jury se retrouvent peut-être pour échanger quelques mots avant de revenir, moi je trouve quand même que c'est biaisé, c'est pas possible, ça ne s'entend pas. Moi, je ne peux pas. C'est-à-dire, si j'étais à la place de celui qui était accusé, mais je dis, écoutez, arrêtez le procès parce que déjà la décision est connue. La décision est connue, c'est dire que c'est ce sur quoi vous deux, vous allez vous entendre. C'est ce sur quoi c'est ça ce que vous allez finalement livrer. Encore que la partie civile, effectivement, était venue un peu comme la partie défense. C'était juste pour peut-être étayer pourquoi on a donc interjeté appel, pourquoi ceci, pourquoi cela, les éléments de preuve que nous avons encore désormais sous la main, les présenter pour laisser le temps au juge d'apprécier, pour donc donner donner une décision. Maintenant, on constate finalement que les mêmes se retrouvent finalement partout. Et je me dis peut-être que c'est exprès qu'on n'a pas pris le juge Ajo comme président de jury. Puisqu'il est, il fait partie des membres. Il ne faut jamais l'oublier. Oh, c'est des gens, c'est dire que la partie civile se retrouve, il y a une partie de la partie civile, si vous permettez, il y a une partie de la partie civile qui se retrouve finalement au sein des membres du jury. Vous ne voyez pas que déjà même, ça pose un problème d'éthique quand on me parle de justice. Et c'est pourquoi justement je dis... En quoi ça pose un problème de juge Azo, puisque vous l'avez nommé, il était partie prenante du procès en première instance? Non. Mais écoutez, vous voyez, vous avez suivi, maître, je crois, c'est Aounou qui finalement à cette conférence de presse s'est dit, écoutez, il faut qu'on rappelle quand même quelques notions de droit, de sciences juridiques à nos collègues. C'est comme si
on sortait de... c'est pas, nous ne sommes pas dans ce monde-là, nous sortons, où nous étions peut-être loin de cette planète, et puis peut-être on nous jette subitement, et nous faisons les choses à notre manière. Ça peut peut-être être notre manière de juger, d'apprécier les choses, ou un peu comme le disait tout à l'heure Nelly, chaque État est quand même aussi souverain pour adapter, d'accord, les lois à sa façon, ou du moins peut-être selon l'environnement, mais le plus... L'universalité. Voilà, adapté à sa réalité. Merci. Donc, je me dis, c'est quand même pas aussi normal, parce que le problème qui s'est posé aujourd'hui au tribunal ou devant cette cour, c'est quoi? On n'a pas reconnu ceux-là que la partie défense a envoyé pour se faire représenter. On dit non, nous ne voulons pas d'eux. C'est simple, c'est ce qui a été dit. Sinon, on allait quand même... Et d'ailleurs, j'ai entendu, ou du moins selon les informations, il paraît que les avocats n'ont jusque-là pas, on n'a même pas ouvert le dossier pour qu'ils aient connaissance de ce qu'on reproche encore, ou du moins les chefs d'accusation, même si le dossier, on doit reprendre le dossier un peu comme l'a justifié le ministre Garde des Sceaux, encore que des gens l'ont répondu un peu comme quoi ils ne devraient pas, d'accord, apprécier la qualité, ou du moins apprécier ou dire les prérogatives de cette cour, comme quoi elle est capable, elle peut donc rendre des décisions en la matière, même si entre-temps il y a une décision qui avait été prise. Je crois que ce n'était pas son rôle, et même avec cette sortie, on comprend aisément que tout a été en fait taillé sur mesure. Vous excusez qu'on utilise ces expressions, oui, mais finalement... Dans tous les cas, vous n'étiez pas à Porto-Novo. Je n'étais pas à Porto-Novo. Vous n'allez pas parler plus que ceux qui étaient là-bas. Donc, d'accord. On va donner la parole alors à ceux qui étaient là-bas. On va revenir à vous, Nelly Dodjinou. Dites-nous, parlons de la raison d'être même du procès. Est-ce que ça a été abordé, disons, à l'audience, ou peut-être dans la cour du tribunal de la Criette? Le procès en lui-même, il y a bien des juristes qui soutiennent que cela n'aurait pas dû être, puisque l'État n'aurait pas interjeté appel et que les documents existent pour prouver cela, et donc tout devait s'arrêter même. Oui, moi je cherche toujours, je continue de fouiller pour connaître, pour savoir par quelle alchimie on revient encore sur ce dossier. Et ça, ce procès, ce nouveau procès vient violer le principe universel du droit qui dit qu'une personne ne peut pas être jugée deux fois pour les mêmes faits dans la même procédure, dans le même état. C'est un principe universel du droit. Vous êtes condamné, on vous rend justice, on rend un verdict dans un dossier. Soit vous n'êtes pas d'accord, une partie n'est pas d'accord, elle interjecte appel dans un délai raisonnable. Et quand on parle d'appel, je reviens toujours à mon code, l'article 510 du Code de procédure pénale, qui dispose: la faculté d'appel appartient au prévenu, à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement, à la partie civile quant à ses intérêts civils, à l'assureur, au procureur de la République, aux administrateurs publics dans les cas où celle-ci exerce l'action publique, ou, en dernière position, le procureur général près de la cour. Qu'est-ce que vous y comprendre? Juste pour dire, c'est vrai, la faculté de faire appel est reconnue au prévenu, également au procureur. Mais c'est dans un délai. L'article 511 dit tout simplement que, sauf en cas, les cas prévus par l'article 518, l'appel est interjeté dans un délai de 15 jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire. Nous sommes à combien de l'année de 2016? Et les avocats ont apporté la preuve que le procureur, en son temps, n'avait pas fait appel, n'avait pas interjeté appel. Mais moi, je ne m'explique pas encore l'alchimie par laquelle on s'est retrouvé. Si le procureur a interjeté appel, il devrait avoir aussi un document pour le signifier. Bien sûr. Donc, il doit avoir un document. Bien sûr, parce que, vous savez, le droit est tellement bien rédigé, c'est une science exacte. On dit que, je vais prendre rapidement un article, le 521, pour dire, le greffier avise
je crois, hein, bon, les articles suivants, vous dire quand le procureur saisit le greffe, à nouveau, fait la même procédure, mais au niveau du greffe de la cour d'appel. Si c'est le procureur, en première instance, le procureur de la République, saisit le greffe de la cour d'appel. Donc, il y aura un acte qui prouve que effectivement le procureur a saisi le greffe de la cour d'appel. Si on n'a pas pu tracer cette procédure au niveau de la cour d'appel, c'est qu'il n'y en a pas eu. Et s'il y avait eu appel, c'est que les autres parties concernées par le dossier, on devrait leur notifier ça. Pour dire que le procureur a saisi la cour d'appel, nous reprenons le dossier au niveau de la cour d'appel. C'est vrai, la cour d'appel n'est pas juge des faits. Il voit si les juges en première instance ont rendu les décisions conformément aux lois, ont respecté les procédures. Si ce n'est pas le cas... Et la cour d'appel ici, c'est désormais la criette. Non, il ne faut pas mélanger. La criette, c'est une juridiction exceptionnelle. Est-ce que la criette reprend tout à zéro? La loi qui crée la... Est-ce qu'elle reprend tout à zéro ou elle va se comporter comme une cour d'appel en de pareilles circonstances? Puisqu'il a déjà une première phase, la première instance. Oui, malheureusement, c'est ça, je n'arrive pas à m'expliquer. C'est-à-dire, dans mon... je sais pas, dans mes explications, dans mes recherches, je n'arrive pas à trouver le lien. Une décision qui se rend en première instance peut aller... À quoi on va assister maintenant? Document contre document, il va chercher, il va falloir aller vérifier l'authenticité des deux documents, c'est ça? Je ne sais pas. Vous savez, tout le monde, j'ai vu sur le visage de beaucoup aujourd'hui, ceux qui ont déjà eu 40 ans de métier d'avocat, on a vu au moins des dizaines d'avocats, même si ce n'est pas ceux qui ont été commis, ceux qui se sont constitués pour ce cas. Je dis, mais vous réinventez le droit là. Ce sont les notions basiques du droit. Je vous dis, moi, c'est vrai, on me dit c'est une juridiction exceptionnelle. Donc, mais ce n'est pas une juridiction qui peut exercer en vase clos, qui peut exercer en dehors des normes que nous-mêmes nous sommes fixées. Et soit on crée la juridiction, on dit désormais les faits. D'abord, mais moi je dis la loi agit pour l'avenir. Oui, la loi agit pour l'avenir. Et je n'ai pas lu dans la loi qui crée la criette qu'elle rétroagit. Non, je n'ai pas lu ça. Peut-être je vais fouiller, peut-être je me trompe. Pour dire qu'elle rétroagit. La loi dit qu'une fois la criette installée, toutes les affaires, tous les dossiers dans les tribunaux ordinaires dont la criette peut connaître, eh bien, ces dossiers peuvent être appelés par la criette et connus d'elle. Peut connaître les dossiers. Nous sommes au présent. Est-ce que c'est dit que les dossiers que les tribunaux avaient connus? Jouons sur les mots. Les dossiers non vidés. Est-ce que le dossier a été vidé? Oui ou non? On va poser la question à Saturnin Diossou. Saturnin, si eh bien, ce procès a eu lieu, on peut dire que eh bien, la Cour a déjà tranché cette question et que l'authenticité au nom de documents, eh bien, la Cour a dit, ben oui, le procès peut avoir lieu. On donne foi, n'est-ce pas, aux documents du ministère public, non? Je ne saurais le dire. Le « on » que vous mettez en indéfini, qui l'a jugé? Parce que pour que les avocats puissent plaider, prouver que la criette ne peut pas reprendre ce dossier parce qu'elle n'est pas ou qu'elle ne serait pas compétente de connaître un dossier déjà bouclé en première instance. Les avocats en conférence de presse sont revenus là-dessus et je crois que j'ai entendu maître Marc Ben-Simon dire que après la partie qui était opposée à l'une des parties, Sébastien Germain-Lavon et autres, cette partie a dépêché un huissier de justice au tribunal de première instance de première classe de Cotonou et qui devrait avoir appel. Il y a déjà un premier délai qui est donné, un délai de 15 jours pour qu'on fasse appel.
il n'y a pas eu appel pendant ce délai de 15 jours. Une autre possibilité, c'est qu'un autre appel soit interjeté dans un délai de 2 mois, mais cette fois-ci, l'appel doit être, pour être recevable, interjeté par le procureur général, sauf erreur de ma part. Le procureur général n'a pas interjeté appel au niveau du tribunal de première instance. C'est le procureur général. Et cette phase, ça également, ça n'a pas eu lieu. C'est ce que vous Ça n'a pas eu lieu parce que les avocats ont expliqué que, je crois, le 4 janvier 2017 était le dernier délai pour que les 2 mois-là soient bouclés. Et qu'ils ont attendu pas le 4 janvier, sauf erreur de ma part, ils ont attendu le 11 janvier, c'est-à-dire encore presque quelques jours semaine après, avant de dépêcher un monsieur de justice au greffe de la cour d'appel pour aller constater qu'il y a eu appel et que le huissier de justice a pris acte de tout ce qui a été dit, a vérifié le document sur lequel, ou dans lequel les appels sont consignés et qu'il n'y avait aucune trace d'appel interjeté jusqu'à cette date. C'est pourquoi les avocats disaient qu'en parler, c'est comme déjà aller dans le fond, mais qu'ils ont une preuve, on leur a délivré un certificat de appel, je crois qu'ils ont en leur disposition. Alors qu'aujourd'hui, quand on leur dit qu'il y a eu appel par le passé, ils sont prêts à le contester. Il faut aller dans le fond, mais pour qu'on aille jusque là, il fallait bien que l'audience soit ouverte et que le collège d'avocats constitué ait droit à la parole. Mais ce matin, ce n'était pas le cas, malgré la lettre envoyée par les accusés, qui autorise la Cour de les juger en leur absence. C'est déjà ça, en premier niveau, que les gens y ont relevé et qu'ils appellent, je dirais, surprise dans notre agréable pays, le Bénin. L'autre inquiétude que des journalistes qui ont assisté à cette conférence de presse ont eu, certains l'ont demandé, est-ce que, vu que la criette reprend ce dossier entre-temps bouclé par le tribunal de première instance de Cotonou, on pouvait voir une manière pour de chercher à remettre en cause ou à agir sur le procès qui a été ouvert à Arusha. Parce que c'est clair, c'est dit là-bas que quand un dossier n'est pas vidé au plan national, on ne saurait l'aborder là-bas. Les avocats l'ont dit aussi que ça peut être un objectif visé, mais que dans tous les cas, ils attendent les voix et qu'ils attendent même pendant le mois de septembre, ils ont eu à être interpellés par la Cour pour certaines confirmations qu'ils ont eu à donner. Et tout espère le tout prochain jour la décision. La Cour d'Arusha va-t-elle suspendre ce qu'elle est en train de faire parce qu'au Bénin, la criette a repris un dossier qu'on dit déjà bouclé. Je crois que tout ça, les prochains jours, nous le dirons, parce qu'ici, c'est comme un désado entre le collège d'avocats de Sébastien Jabra-Gavon et les 3 autres, et 7 cours de répression des infractions économiques et du terrorisme qui pensent qu'elle est dans le droit. Les avocats n'ont pas manqué d'opiner aussi sur la dernière sortie du garde des Sceaux, sur la compétence de la criette de connaître de ce dossier. Ils ont précisé que les questions de compétence d'une cour s'apprécient par la cour. C'est la cour elle-même qui se dit, bon, est-ce que le dossier pour lequel on me saisit, est-ce que je suis compétent pour connaître ce dossier? C'est la cour qui l'apprécie. Mais avant même que la cour se prononce, le ministre garde des Sceaux qui avait pris la parole déjà et qui a dit, oui, la criette est compétente. Et lui-même l'a déjà rappelé pendant sa sortie, le ministre garde des Sceaux, que la différence entre le tribunal de droit commun que nous avons et cette cour spéciale, c'est quoi? C'est qu'au niveau du tribunal, il y a une hiérarchie. Il peut arriver quelque part où on ne retrouve pas comme autorité de tutelle d'office le ministre de la Justice, mais qu'au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'autorité de tutelle tout de suite, dès que la criette est placée sous le ministre de la Justice. C'est l'autorité de tutelle de cette criette. Le ministre de la Justice qui est l'autorité de tutelle de cette criette. Vous l'avez dit, que cette cour soit déjà logée dans les locaux de l'autorité de tutelle avec une composition que vous connaissez pour connaître des affaires que vous connaissez. Il faut on ne peut pas empêcher le tribunal de faire ces commentaires qu'on est en train de faire, que ce soit sur Soleil FM ou sur d'autres chaînes béninoises comme à l'international. Pour vous qui m'avez posé la question la dernière fois, demandez-moi combien de chaînes béninoises étaient dans la salle, que ce soit à la conférence de presse, comme à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Et je vous dirais que cela pourrait se compter du bout des doigts et que les plus attendus, peut-être, parce qu'organes de service public et autres, on en a commis presque ça. Nelly de Jim, oui, vous avez envie de parler. Oui, c'est pour appuyer les propos de Sertuine Djossou qui parlent d'appel.
Je vous ai dit tout à l'heure, le délai d'appel pour le procureur, c'est de 15 jours. Et le procureur général, c'est-à-dire au niveau de la cour d'appel, forme son appel au greffe dans un délai de 2 mois. 2 mois, à compter du jour du jugement. Et l'alinéa 2 dit tout simplement que le procureur général notifie immédiatement son appel au prévenu, à la personne civilement responsable de l'infraction. Ce qui voudra dire tout simplement, s'il y avait eu appel, c'est que on devrait le faire savoir aux accusés. Tout simplement. Et si pendant 2 ans, en dehors des 2 mois d'appel, et qu'on est allé même prendre le document de non-appel, ce qui voudra tout simplement dire qu'il n'y a pas eu appel. Et moi, je continue de chercher à comprendre par quel mécanisme, après avoir épuisé les 2 délais d'appel, c'est-à-dire les 15 jours pour le procureur de la République, les 2 mois pour le procureur général, qu'on en vienne, après 2 ans, rouvrir le même dossier pour les mêmes faits, et cette fois-ci pour une cour spéciale qu'on a créée et qui juge en premier et en dernier ressort. Ce qui voudra dire tout simplement que la décision qui sortira de cette cour ne fera plus d'objet d'appel. Elle vous sera appliquée. Vous aurez beau faire la mine, vous aurez beau crier, il n'y a personne pour reprendre votre procès. Ulrich Ateno, je ne sais pas si vous vous en sortez quand vous avez écouté ces 2 témoins au procès, quand vous avez écouté surtout la juriste. Vous avez l'impression que eh bien, le droit bégaye, qu'on réécrit le droit, finalement, on s'en sort. Non, je tiens d'abord à préciser que, ou à dire que le ministre de la Justice, ministre garde des Sceaux, Séverin Quenom, a dit que le procureur a interjeté appel, le procureur a fait appel, ou il a demandé, ou peut-être qu'il a déposé son appel au mauvais endroit, ou au mauvais endroit, je ne sais pas. Mais il a dit que le dossier n'était pas totalement bouclé ou vidé. L'autre chose qu'il faut également, parce que vous l'avez, Nelly l'a également dit tout à l'heure, c'est les dispositifs ou sinon les lois ou les articles qui fondent ou qui créent donc la criette. Il faut donc parcourir ces dispositions pour voir si, parce que il paraît que le procureur avec cette nouvelle loi est en mesure de faire appel, même à de vieux dossiers, il peut revenir, ou le délai que vous citez tout à l'heure, là, le délai n'a plus sa raison d'être, ou n'existe plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut actualiser, je ne sais pas si votre CPP a été actualisé, il faut actualiser les choses pour donc être dans cette logique-là. Bon, maintenant, quand je prends, par exemple, ce procès, bon, dites-moi, qui était procureur général à l'époque des faits, ou en octobre ou en... Le procureur général. 4 novembre. Oui, le 4 novembre. Le procureur général, je crois que c'était l'ancien Baratouché, je crois. Mais quelle importance... Non. Je veux faire le lien comme quoi, c'est-à-dire, lorsque vous regardez très bien sur le parcours, vous retrouvez pratiquement les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Ceux qui étaient au début, ceux qui avaient perdu le combat entre-temps, ce sont les mêmes qui reviennent aujourd'hui, se taillent une part de lion pour se faire justice. Mais je l'ai lu de... c'est vrai, lui aussi, il citait quelqu'un. Je veux parler du magistrat Michel Adiaka qui disait que lorsque vous avez perdu un combat et que vous revenez, vous vous faites juste pour vous donner raison que c'est peine perdue. Ça, il parlait plutôt de la Cour constitutionnelle. Bon, je suis d'accord, mais nous le contextualisons. Nous sommes dans un autre contexte. Il faut ramener les faits pour constater simplement que les mêmes qui avaient perdu, peut-être par le passé, ou n'avaient peut-être pas, ils avaient envie d'aller, parce que lorsque vous faites appel, c'est que vous n'êtes pas satisfait. C'est simple, vous n'êtes pas satisfait. Donc c'est dire que celui qui a fait appel n'était pas satisfait. Et qui était celui-là? Mais moi je retrouve finalement que notre justice est vraiment mise à l'épreuve. Notre justice, parce que lorsque vous regardez les choses qui ont fait tout à la béninoise,
je me dis c'est un peu dangereux pour nous, citoyens, parce que on a envie peut-être de dire quelque chose et on veut le dire. Quoi que vous fassiez, on va le dire. On a dit dans ce pays qu'on ne peut pas, quand une session est en cours, le député est intouchable. Et tant que vous n'avez pas levé son immunité, vous ne pouvez rien. Mais on a vu des députés qui sont partis en prison. On a vu des députés qui, même dans leur zone de... on a vu tout ce qui s'est passé. Ou des députés, c'est-à-dire c'est parole contre parole. On prend les propos de l'officier et qu'on oppose à celui du député ou de cela, et on trouve que l'officier a raison et que c'est l'autre qu'il faut envoyer en prison. Donc, je crois que nous commençons, et ce progressivement, à aller là où il ne faut pas. Et je demanderais, c'est vrai, le procès est actuellement reporté, mais je dis, il faut que nous fassions tout pour que le droit demeure, le droit existe, et que nous sauvegardions. Parce que ceux-là qui sont venus, je prends par exemple ces Français qui sont venus, quelle publicité ils iront faire pour nous? Pourquoi vous voulez expliquer votre conclusion? Je crois qu'on pourrait s'arrêter à ça. Nelly Dodinou, malgré votre verve à expliquer les choses, à pouvoir, n'est-ce pas, trouver des arguments en faveur des prévenus, on va dire, on a l'impression que quand on a observé tout ce qui s'est passé, la nuit est tombée, il y a longtemps, la nuit est tombée, la cause est entendue malgré tout. Il y a longtemps, et je dirais pas plus tard que lundi, je crois, le procès de Korogoné, un juge qui n'est pas compétent, territorialement compétent, prendre ce dossier. Non, il ne l'était pas. Oui, territorialement, oui. Territorialement. C'est ça que je dis. Mais le numérique, c'est partout. Non. Le numérique, c'est partout. On va plus revenir sur le procès Korogoné. Voilà, pour dire... Les faits sont là. Mais de façon universelle, on sait comment la procédure se fait. Mais nous, on choisit. Le génie béninois choisit de faire autrement. Et moi, la lecture que je fais tout simplement, qu'il y a eu des têtes pensantes, des personnes qui maîtrisent le droit au bout des doigts, qui au lieu de mettre leurs compétences au service de la justice, ont préféré utiliser cette compétence pour réprimer, pour, je ne sais pas, violer le droit du citoyen, mais de façon légale. C'est-à-dire, on vous opprime. Vous êtes victime de l'injustice, mais cette injustice vous est causée pas la justice elle-même qui est censée vous rendre justice. Pas les acteurs, vous voulez dire? Pas les acteurs. Bon, on me dira que la justice dans son ensemble, mais une tomate pourrie dans un panier emporte l'ensemble. De façon légale, on vous opprime. De façon légale, il y a l'oppression. De façon légale, on viole vos droits sous le couvert de la loi. Et cette loi qui nous a mis à... Qui sont ceux qui ont mis ces lois-là? Ces lois à la disposition, ce sont nos députés. Ce sont les députés qui, encore une fois, dans leur rôle, ont manqué de vigilance pour mieux comprendre les choses. Je ne sais pas si, une seule fois, si eux-mêmes, ils se sont dit réellement la loi qui crée la criette permettait peut-être à un député de se retrouver devant cette criette pour ne serait-ce que l'instruction. Je suis sûre qu'il se serait fait, les choses se seront faites autrement. Parce que le député, la constitution béninoise dit c'est la haute cour de justice, jusqu'à présent. Parce que notre constitution de 90 n'a pas changé, n'a pas été modifiée. Donc, quand vous levez l'immunité d'un député, et vous autorisez les poursuites au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la haute cour de justice qui fait l'instruction. La chambre d'accusation se trouve au niveau de la haute cour de justice et la cour prend le dossier. Mais grâce à cette loi que eux-mêmes nous ont donnée, c'est que désormais cette cour exceptionnelle peut faire l'instruction. Et dans les dossiers qui sont d'actualité, on lève l'immunité d'un député, on autorise les poursuites pour un dossier donné.
Et quand vous trouvez encore d'autres dossiers et que vous pensez que vous pouvez poursuivre, vous retournez à l'Assemblée nationale et vous demandez au bureau de l'Assemblée nationale de convoquer une plénière pour une fois encore décider des poursuites ou non. Mais on ne le fait pas. On ne retourne pas vers l'Assemblée nationale, quand bien même on sait qu'on a la majorité pour faire ça. Autant faire ça qu'on sache que c'est juste une formalité, au moins on aurait respecté nos textes de la République. Mais ne pas le faire, c'est violer nos textes. Ce qui voudrait dire tout simplement que on pourrait voir un ministre, un député devant la criette pour des dossiers qui n'ont pas été autorisés, dont les poursuites n'ont pas été autorisées. On peut se lever aujourd'hui pour dire une affaire de quelque chose, aller le prendre pour le présenter au niveau de la criette pour l'accusation. C'est ça je dis. Il y a ceux qui sont des experts de la chose, je n'en suis pas une, mais la conclusion que je tire, que ceux-là utilisent le droit tout simplement pour brimer ce peuple. Satuné Diossou, quand on vous écoute, on écoute les avocats de la défense, on a l'impression que le sort de Sébastien Djamé-Adjamon est déjà connu. Il faudra choisir entre se condamner à l'exil, par exemple, ou venir et se constituer prisonnier devant la criette. Je ne souhaiterais pas me faire ce commentaire à l'antenne parce qu'on le dirait dans les coulisses. Beaucoup se le disaient également sur place que le dispositif qui était en place présageait déjà de l'arrestation des prévenus si en tout temps ils se présentaient. Parce que nous sommes quand même les avocats. Ce fait que je le cite abondamment, qui dit qu'il a un client qui comparaît dans un dossier dans lequel on peut lui flanquer 20 ans de prison. Et que lui, on convoque d'abord son client juste 8 jours avant l'audience. Et qu'il a rappelé 34 ans d'avocature. Il se retrouve, lui, une première fois presque dans un dossier où il ne sait même pas ce qu'on reproche à son client de façon programmatique. Il se rend compte juste que les témoins dans l'affaire des 8 kg de cocaïne ont été convoqués. On ne l'a peut-être pas souligné, mais dans la salle ce matin, il y avait le colonel Marcelin Larouge, qui a été appelé, qui était à la barre. Et moi, c'était également l'opportunité pour moi d'observer le commandant de la compagnie maritime d'alors. Le commandant Chilao. Le commandant Chilao était également dans la salle, mais pas dans les box des témoins ou pas. Il était assis dans le public. Dans le public. C'est que, bon, c'est un aspect que moi je trouve déjà étant qui était aux premières heures, parce qu'il a arrêté, c'est lui qui a donné cette conférence de presse 18 kg de cocaïne pure. Il était dans la salle d'audience, mais cette fois-ci, assis dans le public. Comme nous tous étions venus pour observer ça. Et du fait que la Cour insistait, le ministère public, c'était aussi ça, ce qui paraissait une anomalie qu'un avocat relevait de façon ironique. Après la suspension, quand l'audience a eu à reprendre, c'est comme si la Cour savait que le ministère public avait quelque chose à dire. Tout de suite, on dit que l'audience se reprend et on dit, bon, je donne la parole au ministère public. En même temps, le ministère public a commencé par lire l'article qui a été querellé par la justice pour contester la composition de ce collège d'avocats, le fait que le collège d'avocats remplisse une lettre pour dire nous avons reçu un mandat pour représenter Sébastien Djamé-Adjamon qui vous autorise à le juger en son absence. Et lui, c'était l'intervention, je crois, de Maître Aounou. La Cour ne prendrait même pas les lettres envoyées par les prévenus. La Cour a dit nous ne prenons même pas les lettres, mais il a fallu qu'un avocat intervienne pour expliquer longuement que ce qu'on est en train de dire là, c'est comme le dit là, on est en train de réécrire le droit avant que la Cour ne dise bon, allez, répétez-nous les lettres, que la Cour ne prenne les lettres et voir. Et le fait de réclamer cette comparution des prévenus même, alors que les gens attestent, continuent de dire juste ici que les tests permettent à ce qu'il se passe représenter, on dira à beaucoup de gens que le schéma était peut-être que Sébastien Djamé-Adjamon se présente aujourd'hui, on ouvre le procès, on fait une suspension, on dit bon, l'affaire est rejetée comme on le dit aujourd'hui, au 18 octobre, mais en attendant le 18 octobre, en fait comme Laurent Métagne, on va la déposer d'abord. Les tensions préventives, quels que soient ceux qui sortiraient comme également qu'on sortirait pour dire bon, caution, on dirait non.
N'oubliez pas que celui qui est président de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, le ministre de la Justice, il a dit que même si on vous reproche d'avoir volé 20 000 francs et que vous avez la possibilité de déposer une caution de 20 millions de francs CFA, il n'y a rien à faire, on rejette votre caution, vous allez en prison d'abord. Donc, les gens qui font faire ces commentaires, encore une fois, Benoît Landa, à qui ne sera pas le procès, de penser ça. Merci à vous, Satuné Ndiossou, Ulrich Atino, pour finir rapidement. Non, qu'est-ce que je vais rajouter? Vous avez voulu qu'on donne un peu plus la parole ce soir à ceux qui étaient sur les lieux. Non, je dirais simplement. Non, parce que quelquefois, on est dépassé par ce qui nous arrive dans notre pays. 18 octobre. Bon, d'accord, le 18 octobre, moi-même, je serai au niveau de la cour à la criette. Oui, Nelly Dojino. Bon, rendez-vous 18 octobre, dans 2 semaines, pour voir comment les choses vont se passer. Mais nous allons garder espoir que la justice, malgré tout, fera son travail et que le droit va triompher. La vérité aussi triomphera. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Edgar Yankadia était à la technique. Nelly Dojino au tribunal et ici. Satuné Ndiossou, pareil, et mieux, il était à la conférence de presse. Ulrich Atino, il n'a été nulle part aujourd'hui. C'est vraiment dans ce studio. C'était un plaisir. Merci à chacun, merci à tous d'avoir été là. Rendez-vous demain à 18h. Soleil FM, il est 20h. Le Grand Point, édition de 20h. Le journal. Le journal. Halilatou Draman. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand point de l'actualité. Les titres que voici. Le dossier de l'affaire des 18 kg de cocaïne renvoyé au 18 octobre prochain. Les avocats de Sébastien Javon se sont prononcés cet après-midi devant les hommes des médias. Le droit n'a pas été suivi. Point de la participation du Bénin à la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Le bilan est positif selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui s'est prononcé cet après-midi. L'économie en Côte d'Ivoire a montré sa résilience et de bonnes perspectives sont prévues pour le pays en 2018-2019 selon le Fonds monétaire international. D'autres nouvelles sont à suivre dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Je le disais en titre, ils avaient été privés de parole ce matin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Mais ils se sont trouvés un espace de liberté pour se donner ce droit. Les avocats de Sébastien Javon et consorts n'étaient plus cette fois-ci devant la Criette, mais devant les hommes des médias. On nous a muselés à lancer des lantames. Maître Marc Bensemon, c'est ça, qui renchérit ce qui s'est passé ce matin est un scandale. Et des scandales qu'il habille sous le vocable de surprise. Il dit en avoir eu suffisamment dans notre si beau pays, le Bénin. Et comme si on ne le savait pas, il nous rappelle un principe de droit. Le parquet a fait le choix d'évoquer l'article 423, considérant que c'était une étape obligée de l'application de l'article 428. Mais la lecture de l'article 428 est d'une clarté tellement limpide qu'elle ne permet pas la contestation ou la remise en question. La représentation est autorisée. Deuxièmement, dans son principe de liberté, le prévenu a le droit de venir ou de ne pas venir devant une juridiction à la condition qu'il soit représenté. C'est un principe international. Nous le trouvons même devant les juridictions internationales où la représentation est possible. Je rappelle d'ailleurs à titre d'exemple que nous sommes allés plaider avec Maître Issiaka Moustapha, mon fils Julien Ben Simon et moi-même devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et là, monsieur Sébastien Javon n'était pas présent, il était représenté. C'est-à-dire que devant une juridiction internationale, on a le droit de représenter son client, mais devant une juridiction béninoise, on ne peut pas plaider, on ne peut pas défendre, on ne peut pas argumenter pour un homme parce qu'il n'est pas là. Vous venez de suivre Maître Marc Ben Simon. Sébastien Javon ne s'est pas présenté au procès ce matin. A-t-il préféré fuir? Réponse de Maître Issiaka Moustapha. C'est vrai qu'il est permis à un prévenu de ne pas être à la barre. Mais le premier acte en matière pénale, c'est l'inculpation. L'inculpation n'est pas faite et les conseils veulent se constituer. Ça pose un problème. C'est après l'inculpation normalement que les avocats peuvent se constituer. On a lu l'article 431 qui a posé le principe et en même temps cette dérogation. Il a bien dit que, fort de ce que l'article 428 a dit, il faudrait comprendre la substance de l'article 428 par l'article 431 qui a bien spécifié que c'est seulement en matière, c'est pour les intérêts civils que l'on peut se débrouiller de cette façon-là. Même si on voulait même le généraliser, il faudrait toujours revenir à l'article 428 pour voir si les conditions sont remplies. Puisque la Criette fait désormais injonction pour que les prévenus comparaissent personnellement, répondront-ils le 18 octobre, ils ne sont obligés de répondre. Le droit leur permet de se faire représenter, ont répondu les avocats en attendant que les concernés eux-mêmes n'avisent. En parlant d'avis sur une chaîne internationale, un communicant du régime en place estime que le bénéfice du doute qui accompagne la décision de Relas, dont Sébastien Javon a bénéficié, laisse la porte à une réouverture du dossier plus tard. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération s'est adressé à la presse cet après-midi à Cotonou. La participation du Bénin à la 113e Assemblée générale des Nations unies était le seul sujet au menu. Cette rencontre a permis au chef de l'État de participer au sommet Nelson Mandela pour la paix mondiale à New York et d'accorder des audiences à plusieurs personnalités, entre autres le secrétaire général des Nations unies, la directrice du Fonds monétaire international et d'autres institutions. Le rôle des partenariats publics et privés était au centre d'une table ronde à laquelle le Bénin a également participé. Le ministre a affirmé à cette conférence de presse que le Bénin n'a pas de programme avec le Fonds monétaire international. Aurélien Agbenossi. Quand le FMI vient, c'est quand le pays est totalement endetté, on vient réorganiser et puis on vous met la camisole de force pour dire bon, désormais vous pouvez payer que ça. Vous allez fermer les secteurs sociaux, vous allez réduire ceci, vous allez réduire cela. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Parce que dès que nous sommes arrivés, le président s'est concentré sur les fondamentaux. Regardez le coton. C'est le premier gouvernement qui a arrêté les subventions au secteur du coton. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il fait le président Talon? Mais il vient peut-être un peu de ce milieu, mais pour moi, il peut arrêter les subventions. Oui, les subventions étaient arrêtées. C'est 150 milliards qui étaient programmés pour l'année 2016. Mais nous avons supprimé la subvention. Cette année-là, nous sommes allés à 400 000 tonnes et cette année, nous tutoyons les 700 000 sinon les 800 000 tonnes. Et le président a dit, attendez, vous allez voir, l'année prochaine, je vais encore faire mieux dans ce domaine-là. Donc, quand on a un environnement comme cela, on n'a pas besoin du Fonds monétaire international. On ne fait pas de programme d'ajustement structurel. Donc, nous n'avons pas de programme avec le Fonds monétaire. Mais le Fonds monétaire aussi a un rôle de témoin, d'accompagnateur.
Selon les dires du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, des institutions internationales ont félicité le Bénin pour les différentes réformes engagées. Il en a profité pour se prononcer par rapport à la perception qu'ont les autres États de la gouvernance actuelle. Aurélien Benossi suit des propos recueillis par Jules Agbodjanto. Je vous rends compte d'une déclaration du secrétaire général des Nations Unies, de la directrice générale du Fonds monétaire international, du professeur Dibou, l'ancien directeur général du Fonds mondial, qui dit « Nous suivons avec beaucoup d'attention les progrès que vous faites. Nous sommes témoins de la rigueur dont vous faites preuve. Nous savons que vous avancez. Nous savons que dans le secteur de la santé, vous avez pris des décisions courageuses que personne n'a osé prendre depuis des années. Vous savez, Standard & Poor's ne décide pas comme ça d'allier un pays comme le Bénin au même niveau que le Kenya ou le Sénégal en termes de performance économique, de gestion économique. Ça, ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas de la propagande. C'est des réalités. Sur le plan de la notation des agences qui attribuent ces notes-là, j'ai pu comprendre que nous faisons un peu mieux que le Rwanda. Mais cela ne se ressent pas encore dans la vie de tous les jours. Donc la perception que les gens ont de l'étranger de notre gouvernance, c'est que voilà un pays sérieux, un pays qui a choisi de faire des réformes courageuses et qui avance. Nous revenons sur la conférence de presse de cet après-midi des avocats de Adiavant Sébastien pour vous dire que vous allez retrouver l'élément dans nos prochaines éditions. Vous l'avez compris, vous avez plutôt suivi les interventions à la fin de l'audience. Page économie. Je suis avec vous à présent, Ulrich Atindéou, bonsoir. Bonsoir, Adelatou Drama. L'économie en Côte d'Ivoire a montré sa résilience et de bonnes perspectives sont prévues pour le pays en 2018 et 2019, a annoncé une délégation du Fonds monétaire international. En dépit des chocs exogènes et endogènes de l'année 2018, l'économie en Côte d'Ivoire a montré sa résilience et de bonnes perspectives sont prévues pour 2018 et 2019, a déclaré le chef de mission du FMI au sorti d'une séance de travail avec le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. La délégation du FMI séjourne à Abidjan depuis le 19 septembre dans le cadre d'une mission d'évaluation du programme économique et financier triennal conclu par la Côte d'Ivoire avec l'institution sur la période 2016-2019. Selon le FMI, l'inflation devrait rester bien en dessous de la norme de 3% de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, avec un déficit budgétaire en ligne avec les objectifs du programme et du faible manque à gagner sur les recettes compensées notamment par une légère révision à la baisse des investissements publics. La délégation du FMI a également fait observer que les performances réalisées dans le cadre du programme appuyé par le FMI ont été solides au cours du premier semestre 2018 et que tous les critères de performance ainsi que les repères indicatifs pour fin juin ont été atteints. L'économie du Zimbabwe devrait connaître à la fin de cette année une croissance qui dépasse les projections grâce aux ventes de tabac et aux réformes économiques selon la Banque centrale du pays. Les ventes de tabac et les réformes économiques menées jusqu'à un niveau jamais atteint au Zimbabwe pourraient faire de ce pays l'une des plus performantes économies du continent pour 2018. Le volume des ventes de tabac du pays a atteint un nouveau record en s'établissant à 237 100 tonnes, soit 200 tonnes de plus que le précédent record établi en 2000 selon l'agence Reuters. Cette prouesse est le résultat d'une demande croissante de la Chine, le principal importateur de la feuille et de la stimulation de l'appareil de production avec la reprise des investissements par le secteur privé. Cette production record de tabac augure une importante rentrée en devises pour le pays qui exporte près de 90% de la production. Les projections de croissance initialement de 4,5% ont ainsi été révisées à la hausse et à un peu plus de 6% par la Banque centrale zimbabwéenne. Pour enrayer cette pénurie, le gouvernement a entrepris un programme de comptes spéciaux dédiés aux personnes vivant dans le secteur et dont le travail est rémunéré en devises étrangères. Nous sommes en Guinée à présent. Le secteur de la bauxite, qui connaît une croissance fulgurante, menace le mode de vie de milliers d'habitants, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Vous l'avez dit, Halilatou Draman, l'exploitation minière a détruit des terres ancestrales, endommagé des sources d'eau et recouvert de poussière des maisons et des arbres. Le rapport de 165 pages intitulé « Quels bénéfices en tirons-nous ? Impact de l'exploitation de la bauxite sur les droits
humains en Guinée s'intéresse à 2 projets miniers menés par les 2 plus grands producteurs de bauxite en Guinée en 2017. La société minière de Bokeh SMB, un consortium lié au premier producteur mondial d'aluminium, China Honkyo Group, et qui a connu une croissance extrêmement rapide depuis sa création en 2015, et la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, une société minière créée il y a plusieurs décennies et co-détenue par les multinationales Alcoa et Rio Tinto. Le gouvernement qui a fait de la Guinée le 3e plus grand producteur ou exportateur de bauxite du monde devrait prendre des mesures immédiates pour mieux réglementer les activités des sociétés minières, protéger la communauté. L'exploitation de la bauxite, si elle n'est pas correctement réglementée, met en péril le mode de vie et les moyens de subsistance de dizaines de communautés qui vivent à proximité des activités d'exploitation minière, a déclaré Im Warmingstone, chercheur à la division Afrique de Human Rights Watch. Vous restez avec nous pour d'autres informations. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU doit arriver aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour une visite de 5 jours en amont du scrutin présidentiel et parlementaire de décembre prochain. Un déplacement sur fond de tension entre les autorités congolaises et les Nations Unies. Le Conseil de sécurité espère rencontrer le président Joseph Kabila, son premier ministre et son chef de la diplomatie, la commission électorale, ainsi que l'opposition et la société civile. L'ONU souhaite s'assurer des élections présidentielles et parlementaires libres le 23 décembre dans le pays. Argant de sa souveraineté, l'ARD Congo a refusé toute aide financière et logistique de l'ONU pour le processus électoral. Le président congolais a promis de quitter le pouvoir après le scrutin, plusieurs fois retardé, mais désormais irréversible selon lui. Lors de son séjour, le Conseil de sécurité évoquera également la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays, l'objet d'une réunion à huis clos hier du Conseil de sécurité. La 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais depuis l'apparition du virus en 1976 est survenue dans une zone de grande insécurité avec des tueries de civils attribuées au groupe armé d'origine ougandaise Allied Democratic Force, ADF. Dans une déclaration publiée à l'issue de cette rencontre,